toutes et à tous. Crise sanitaire, crise culturelle. Épisode 2. Souvenez-vous, la dernière fois, nous recevions plusieurs invités en plateau avec ce partenariat Zotelli et Bondy Blog Centre qui nous a poussé à nous interroger sur l'avenir de la culture en ces temps de crise sanitaire. Plusieurs bénévoles de l'association Zotelli sont allés au Centre chorégraphique national d'Orléans pour savoir ce que les comédiens, danseurs, danseuses pouvaient faire en ces temps de crise sanitaire. On regarde ce reportage et juste après, on se retrouve en studio avec mes invités parce qu'aujourd'hui, mardi 16 mars, ça bouge pas mal au Théâtre d'Orléans. En effet, il y a des assemblées générales depuis que plusieurs collectifs et associations ont décidé d'investir les lieux depuis le vendredi 12 mars. Reportage du CCNO, on se retrouve juste après en studio. On est au CCN depuis une semaine et on adore, on kiffe, on kiffe, ça fait du bien d'être enfin ensemble en studio, de pouvoir faire ce qu'on fait et si on peut le présenter un jour, bah c'est cool. C'est clair que pour nous c'est triste, comme pour tout le monde je pense vraiment, mais on a envie de se dire, allez demain, après le 8 mars, on y croit, on continue. Même, je trouve qu'il y a quand même une certaine chance, on est jeunes artistes, c'est la première création hors école qu'on fait et même si c'est pas idéal, de base, c'est une galère. Quand on arrive dans le marché, c'est une galère, on le sait, on nous a prévenus. Et là, on a déjà une date, elle n'est pas idéale, mais on a quand même une date à la Scène nationale d'Orléans. On a des partenaires qui se mettent en place, qui sont quand même assez... trop top. On est avec le CCN d'Orléans, c'est génial. Et peut-être aussi pour nous, en tant que jeunes artistes, finalement, il y a eu aussi des points positifs avec cette crise-là, parce que en fait, les programmateurs, il y a des choses qui s'annulent, mais en fait, tout est un peu peut-être plus tenu flou. Donc il y a peut-être aussi plus d'opportunités de rentrer dans une programmation, de se dire c'est le chaos. Nous, on n'a pas connu les tournées vraiment bien écrites comme ça. On se dit, on fait avec, et peut-être du coup, il y a une opportunité qui arrive. Voilà, on essaye de continuer, ou plutôt de commencer. Avec ça, et puis du coup quand ça sera ouvert on sera à 100% trop content de pouvoir faire ça. Moi j'ai pensé, vraiment je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas faire tout en extérieur? Est-ce qu'il ne faut pas commencer un peu à penser, peut-être pas dans le contenu des pièces, parce que je pense que du moins pour l'instant on n'est pas encore trop sombre pour vraiment se dire ma vie c'est le Covid, donc on a encore d'autres envies de création, mais par contre au niveau du format, c'est vrai que ça pose question. On se dit, on peut peut-être adapter, au lieu de le faire dans le théâtre, est-ce qu'on va pas le faire en extérieur? Et en fait, en temps de corona, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Le Bondy Blog Centre de Radio Campus enregistre cette émission en ce mardi 16 mars de l'année 2021, 4 jours après, puisque depuis le vendredi 12 mars, allez, on ne va pas tourner autour du pot, des artistes, techniciens, techniciennes, salariés de la culture et précaires occupent le Théâtre d'Orléans dans le cadre du mouvement national de lutte du secteur culturel qui s'amplifie de jour en jour. Ils sont solidaires de toutes les occupations et actions en cours actuellement et exigent avec ces occupations, donc on pense notamment au Théâtre de l'Odéon à Paris, et donc ils exigent le retrait pur et simple de la contre-réforme de destruction de l'assurance chômage. La prolongation des droits à l'assurance chômage d'une année au moins pour tous et toutes les intermittentes du spectacle après la fin de la période d'incapacité à travailler. Son élargissement à tous et toutes les travailleurs, travailleuses, extra et saisonniers entre autres, une baisse du seuil d'heure minimum d'accès pour les primo-entrants et intermittentes en rupture de droit. Ils exigent par ailleurs la mise en place rapide d'un plan de relance directement fléché vers les salariés et les indépendants, les indépendantes, pour le secteur culturel et en concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur. Donc aujourd'hui, il y a la SNAM-CGT, le syndicat donc des artistes et musiciens d'Orléans, il y a le CUIP 45, il y a Culture Sud et le syndicat français des artistes interprètes.
On va, dans une première partie de cette émission, revenir sur la genèse de cette occupation. Comment est-ce que cette occupation s'est faite vendredi dernier, donc le 12 mars, ici au Théâtre d'Orléans. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Il est comédien, il a 36 ans. Il est responsable de la compagnie Cartel et il est également responsable d'une salle itinérante, l'Arcas. Il y a également autour de cette table Tony, il est comédien, clown, metteur en scène à la compagnie Orachrome et Allô Maman Bobo. Et enfin, il y a Guylaine, elle est chanteuse, chef de chœur et fait partie de la compagnie Emma, la voix du swing. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Alors, on va commencer, on va donner le la, ouvrir le bal, avec Guylaine qui va nous parler, qui va nous faire une genèse de la mobilisation de ce vendredi 12 mars. Une mobilisation qui avait commencé bien avant vendredi. Oui, qui avait commencé pour moi en janvier, mais pour d'autres bien avant encore. Certains ont continué de tout temps à réfléchir à ce qui serait opportun de mettre en place pour ce secteur en grand danger. En grand danger pour ses salariés, mais en grand danger pour toute la population qui nous fait le retour que privés de culture, privés de spectacle, privés de musique, privés de rêve, les gens vont de plus en plus mal. Donc nous, on va mal, eux, ils vont mal. Et on a donc fait une mobilisation plus nette, en ce qui me concerne en tout cas, depuis début 2021, voyant que la crise se poursuivait, qu'aucune solution qui nous paraissait pouvoir sauver le secteur et sauver ses salariés ne se profilait, ni réouverture de salles, ni d'autres mesures plus importantes et plus urgentes qu'on portait depuis un certain temps, comme un plan de relance concret destiné vers les salariés et leur permettant de recommencer à travailler. Donc, en termes de mobilisation, il y a eu une première AG ici le 19 février, qui a été un temps de rencontre très fort entre salariés, intermittents ou non, indemnisés ou non, et le public, et qui déjà nous a indiqué que on était très nombreux à avoir envie de se mobiliser, parce que les choses deviennent très urgentes, parce que les collègues souffrent. On est 80% de la profession à avoir perdu aussi nos droits au congé maladie, au congé maternité pour les femmes enceintes, qui ne perçoivent plus leurs indemnités Pôle emploi puisqu'elles sont en congé, mais qui ne perçoivent pas non plus l'indemnité CPAM parce que ça fait trop longtemps qu'on est interdit de travailler. Et du coup, on ne cotise plus, et ne cotisant plus, eh bien, on n'a plus droit à ces droits fondamentaux, et on n'en a même pas toujours connaissance, en fait. Ça paraît tellement hallucinant, aberrant. Voilà, donc du coup, la mobilisation s'est faite grandissante au fil que le temps passe, et qu'aucune solution pérenne ne semble se profiler. S'ajoute à ça le fait que, quand bien même les salles rouvriraient assez rapidement, puisque cette situation est complètement bloquée depuis un an, du coup, les spectacles se sont annulés, reportés. Toutes les salles vont devoir déjà gérer les reports 2020, puis les reports 2021. Et du coup, nous-mêmes, on a quelques dates reportées, mais on voit bien que ça va bouchonner. Que du coup, il y a des festivals complets qui vont juste mourir parce que, faute de moyens, faute d'intermittents également, ou de salariés du spectacle pour les porter. Donc moins de lieux pour jouer, et on est de plus en plus nombreux à n'attendre que ça. Donc entre cet embouteillage, le fait que concrètement, même si le grand public se dit parfois les intermittents, ils ont leurs indemnités Pôle emploi, il faut savoir que cette indemnité, comme son nom l'indique, elle était censée compléter des revenus. Elle n'était pas censée être un but en soi, et ça ne l'est pas d'ailleurs. Donc on a en gros la moitié, voire peut-être pour certains les 2/3 de nos revenus. 3 mois, 4 mois, ça va, on s'organise. 6 mois, 1 an, quand les deux dans le couple sont intermittents, ça devient très compliqué. Quand l'un des deux devient malade, là c'est carrément cruel. C'est la famille qui doit fonctionner avec le quart des revenus précédents, quoi. Donc voilà, on est face à des situations comme ça qui sont extrêmement urgentes. On est face à la perspective, à la non-perspective en fait d'une reprise à la normale, en tout cas probablement pas avant 2 ou 3 ans. Et on se dit, il y a effectivement une énorme communication, que ce soit au niveau national, au niveau des collectivités territoriales, que ce soit mairie, département, région, DRAC, qui disent soutenir le secteur.
Et il faut savoir que les grosses structures, elles, vont être abondées, soit pour survivre, mais ça ne rejaillit pas sur nous. Les salariés de la culture, eux, finalement, perçoivent leurs indemnités, mais n'ont aucunement, pour l'instant, accès à ces aides et à ces fonds de soutien, parce que la plupart, on est indépendant. On n'est pas relié à une structure. N'étant pas relié à une structure, on ne peut pas prétendre à ces aides. Donc voilà, on est vraiment dans une situation très bouchée. Et puis, on a ce public, toujours présent, qui nous réclame, qui voudrait à nouveau pouvoir profiter de nos créations, du contact, des échanges, de la possibilité de se cultiver, de rêver. Donc on se bat aussi pour tout ça. Et on se bat pour les précaires, et les plus précaires d'entre nous. Et comme vous le disiez, la première revendication, c'est celle de refuser absolument la refonte du régime d'assurance chômage, qui était déjà pas parfait, mais qui, s'il doit aller vers les nouvelles réglementations, va encore empirer la situation, alors qu'on est déjà dans une très 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 grosse précarité. Voilà. Pourquoi en rajouter maintenant, en pleine crise sanitaire ? Vous l'avez dit tout à l'heure au début de l'émission. Alors, je pense que cette dimension est sous-estimée. C'est assez étrange en France. On est dans une sorte de dualisme où il y aurait d'un côté l'esprit, de l'autre côté le corps. À se demander est-ce que l'esprit se trouve dans le corps, ça devient mystique, alors qu'on est bien d'accord que les deux sont rassemblés en un seul être. Et cet être qui est touché psychiatriquement. Il y a des gros ravages en ce moment dans le domaine de la psychiatrie, de la prise en charge. Il y a aussi des mobilisations qui se font. Peut-on ou non le lier à cette crise culturelle ? On peut s'interroger quand on pense à tout le travail que certains artistes peuvent faire justement auprès de ces publics, des fois voilà, dans ces hôpitaux psychiatriques et même avec ces publics spécialisés. Je vois Maxime qui opine du chef. Oui, pardon. Oui. Non, c'est pour rebondir sur ce que tu disais du coup. C'est vrai que nous, on parle de ce qu'on connaît, c'est-à-dire effectivement notre corps de métier, le fait d'être intermittent, mais on est bien conscient, et c'est vraiment ce qui est porté aussi dans les revendications, que ça ne concerne pas que les intermittents, que les gens du spectacle. Ça concerne l'ensemble de la population, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des étudiants qui souffrent aussi. Là, je t'entendais parler de dépression, mais clairement, le milieu étudiant n'est pas épargné et on n'a pas de bouffée d'oxygène. Et les bouffées d'oxygène qu'on avait dans nos vies, c'était aussi le spectacle, c'était aussi le cinéma, c'était tous ces secteurs-là, etc. Et le fait de tarder aussi la réouverture, ou en tout cas de fragiliser encore, plus que la réouverture, de fragiliser ces entreprises-là, et ces salariés-là, parce que c'est vrai que, pour revenir aussi sur ce que disait Guylaine, c'est que les aides ont été débloquées pour les structures employeurs, mais quand on est intermittent, il faut bien entendre par indépendant la multiplication des employeurs, pas le fait d'être autonome en fait. Vraiment l'indépendance, j'imagine que vous me rejoignez sur ça, mais l'indépendance, c'est vraiment l'idée d'avoir plusieurs employeurs. On a aidé les structures, mais les structures n'ont pas forcément ouvert l'entonnoir pour aider les salariés, quoi. Donc ça, faut pas l'oublier. Moi, je me retrouve dans ces deux cas de figure, puisque je suis employeur, mais je suis aussi salarié de différentes structures. Et du coup, je vois bien comment ça s'est passé de ce point de vue-là. Mmh. Oui, donc j'abordais la dimension psychiatrique dans la mesure où, comme vous venez de le dire, ces lieux de culture sont des lieux de vivre ensemble, sont des lieux de lien social entre les uns et les autres. Alors, je donne l'exemple d'Emma que je n'ai jamais entendu, pourtant j'aime beaucoup le swing, le blues et le jazz, enfin bref. Mais c'est l'occasion, je pense, que quand on va écouter Emma, de danser, de rencontrer du monde, de danser, de faire lien social. On pourrait parler aussi de Tony, rire ensemble quand Tony fait le clown. Je donne quelques petits exemples, mais pour expliquer justement l'impact psychologique que votre absence a sur le moral des Français, chez les enfants, les jeunes, les adultes et même les personnes âgées. Et je pense que cette dimension psychiatrique a été complètement absente du discours sanitaire. Et notamment, je veux dire, si on pointe s'il y a ces revendications culturelles, peut-être aussi c'est parce que, comme vous le disiez, c'est le bouffée d'air qui manque à beaucoup de personnes et qu'on risque de payer les pots cassés plus tard de ce manquement psychiatrique. Enfin, c'est pas le sujet de notre émission. C'était juste pour rappeler en quoi justement vous contribuez au vivre ensemble. Je l'ai expérimenté aussi, je l'ai expérimenté en fait le 4 quand il y a eu la manifestation. Je suis venu et il y a eu un groupe de musique qui a joué et d'un seul coup je me suis dit mais en fait ça existe et ça fait 1 an que d'un seul coup un moment comme ça n'avait pas existé pour moi en tout cas et ça a été j'avais le sourire quoi et ça fait vraiment du bien
Et en même temps, on se dit, waouh, là, on part de loin. Cette année, elle avait vraiment fait mal à tout point de vue, que ce soit pour les spectateurs et aussi pour nous qui ne pouvons pas travailler, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. On poursuit donc sur la genèse. On en arrive donc le 19 février, une première assemblée générale. Le 4 mars. Pardon. Le 4 mars, donc une manifestation sur la place de la République dont parlait Maxime, avec effectivement la belle image. Donc très enthousiasmant, beaucoup de musiciens, des soufflants, donc ça prend de l'espace, tout le monde reprenant en chantant le thème principal. Et puis heureux de se retrouver aussi. Il y a quelque chose qui nous rassemble autour des actions, mais il y a aussi, je pense que c'est valable pour tout le monde, mais voilà, on ressent que le fait de se mobiliser ensemble aussi, ça nous permet de nous retrouver. Et ça, vraiment, ça nous a trop manqué. Jouer ensemble, mais même juste échanger. Donc on peut imaginer que le public soit en grande détresse de ne plus pouvoir vivre ces moments-là. Le couvre-feu accentue encore ce problème parce que, en fait, à part métro, boulot, dodo, je crois que vraiment, là, tout le monde est complètement privé d'occasion de s'échapper un peu de ça, de rêver, de se lâcher un peu, ce qui voudrait, à mon sens, pas forcément dire prendre des risques, mais qui voudrait simplement dire que les gens sont libres et qu'effectivement, ils ont le droit d'échanger, ils ont le droit de penser différemment, en fait, penser tout court, en fait, et de se retrouver. Et ça, déjà, rien que de se retrouver, c'était un grand temps, un grand moment. D'ailleurs, il faut rappeler que l'occupation, le théâtre, du coup, est ouvert, hein. Donc, en fait, les gens aussi, je pense que c'est un moment où on peut venir prendre une bouffée d'oxygène, échanger, et s'il y a des questions, il y a des réponses ici, en tout cas. En tout cas, il y a des AG tous les soirs, et je sais que l'ensemble des personnes qui sont ici travaillent dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas hésiter. Hier, moi, je suis arrivé hier, hein, donc je suis fraîchement arrivé, mais du coup, il y a des personnes qui sont venues, qui ont posé des questions, qui se sont demandé ce qui se passait, et on retrouve ce lien-là. On retrouve d'un seul coup, on sort de cet isolement qui nous a été imposé par ce virus, hein, voilà, et pas que. Et du coup, ça nous permet vraiment de répondre aussi à ça, le fait d'occuper ces lieux. Et on en vient au 12 mars. Comment ça s'est passé au 12 mars? Vous êtes venu avec un pied de biche, vous avez fracturé la porte. Alors, ça s'est très bien passé et très en douceur. Oui. Déjà parce que lors d'une journée un peu précédente, le 12, 10, 9, 8, le 8 mars, le lundi 8 mars, avait fuité une petite, ou le 7 mars d'ailleurs, 9, 10, non, 8, pardon. Le 7, c'était un dimanche. Donc c'était bien le 8. Le 8, d'accord. Voilà, le 8, il y a eu un rassemblement de salariés de la culture, là, sur le parvis du théâtre. Et une photo, notamment, a été prise et des choses ont un peu fuité, puisque c'est quand même bien, quand on se rencontre, qu'on peut partager des idées, des envies d'action à mener. Et du coup, le 4 mars, il y avait eu l'occupation de l'Odéon. Avec nos collègues, ça nous avait beaucoup interpellés. Apparemment, on n'est pas les seuls que ça avait interpellé parce que c'est en train de prendre une ampleur nationale incroyable et exponentielle. Mais du coup, nous, le 8 mars, sur ce parvis, on s'est dit, voilà, nous aussi, on va occuper un lieu. Alors, on a commencé à réfléchir quel lieu. Ça nous a semblé assez naturellement le théâtre parce que, quelque part, notre maison, celle dans laquelle aussi les choses peuvent se créer, se jouer, se partager. Et du coup, on avait envisagé initialement une occupation le 11, le jeudi 11. Ce qui avait fuité dans la presse parce que les journalistes parmi nous s'étaient fait fort de l'annoncer. Donc du coup, en visio, en se téléphonant, en s'échangeant des SMS, on s'est dit on va décaler d'un jour. Histoire de que ça reste quand même un peu à un moment une surprise. Et effectivement, on a décalé ça au 11 mars à 17h17 exactement. Au 12 mars, pardon, 17h17, rendez-vous tout le monde dans le hall. Et on s'est retrouvés à 80, très tranquillement. Chacun est arrivé avec son sac de couchage, sachant pas exactement comment on allait être accueillis, mais avec quand même déjà la perception qu'on avait plutôt un soutien, déjà de la part de certains dans la maison, et notamment de son directeur, ce qui est quand même essentiel. Et puis, il se trouve que j'ai fait partie aussi d'un petit groupe qui sommes allés rencontrer les élus ces 2 mois, là, depuis début janvier. Une lettre a été écrite au maire, à Monsieur Grouard,
par le collectif unitaire des intermittents et précaires, donc le CUIP 45. Et dans cette lettre, on proposait un plan de relance qui nous semblait vraiment être un début de solution à nos problématiques et quelque chose de dynamisant. Si vous le souhaitez un peu plus tard, je peux très bien le détailler plus. Oui, je veux bien, oui. Alors Mais- maintenant ou plus tard, parce que du coup là, je voulais que je vous raconte comment Alors est on y arrivé. revient, ça marche. On revient sur la lettre adressée à M. Grouard tout à l'heure, ça marche. Donc j'avais fait partie de ce groupe du CUIP qui avait écrit cette lettre, qui donc avait sollicité un rendez-vous à l'élu chargé de la culture, M. Chanterelle, puis Chancerelle, merci beaucoup. Puis nous avons également pu rencontrer M. Bonneau. Et puis notre plan a eu plutôt un bon accueil, vraiment un bon accueil. C'est en train de se monter ici, sur le plan local. Enfin, je ne veux pas annoncer des choses qui ne sont pas encore concrètes, totalement concrètes, mais les rendez-vous se sont multipliés. On a eu un rendez-vous aussi avec M. Grouard sur le même sujet. Et tout ça dans les 3 semaines là, qui viennent de passer. Donc il y a des choses qui avancent vraiment. Pardon. Il semble qu'en tout cas, le dialogue est ouvert et tout abonde dans ce sens. Donc, c'est au travail. Évidemment, ça prend du temps. Évidemment, il y a aussi des directives nationales, donc j'imagine qu'ils ne peuvent pas agir indépendamment. Mais en tout cas, tout avance dans le bon sens, semble-t-il. Après, il faut toujours garder une prudence, mais ce n'est pas pour rien aussi qu'on occupe un lieu, quoi. Et alors comment vous vous organisez pour occuper ce lieu? Alors concrètement, il y a un noyau dur, je dirais, qui est à peu près là de manière permanente, ou qui en tout cas s'organise pour que parmi ses membres, le plus grand nombre soit là. Et puis, il y a des personnes qui se sont satellisées, et en nombre, hein, parfois, vraiment en grand nombre, et qui vont passer 24 heures, 2 jours de suite. Voilà, là c'est le 4e jour aujourd'hui. Certains sont vraiment là depuis le départ, n'ont pas quitté le lieu. J'attire l'attention sur le fait qu'il y a une chose qui se passe vraiment très bien ici, c'est qu'on peut aller venir, ce qui est loin d'être le cas de tous les lieux occupés. À ce jour-là, il y a 51 lieux occupés, et dans certains, une fois qu'on est rentré, si on sort, on ne re-rentre pas. Donc ça veut dire que certains sont vraiment obligés de se fixer là, de s'organiser sur le plan familial, professionnel, s'il y avait encore des petites choses qui existaient pour les déplacer, les reporter, se faire remplacer. Nous, c'est beaucoup plus simple, l'organisation, puisque on peut ne serait-ce que sortir, aller acheter de quoi se faire à manger. Vous voyez, bon, donc du coup, on a vraiment cette possibilité d'aller venir, on a la possibilité d'accueillir le public, dans le respect des normes sanitaires, hein, vraiment c'est excessivement important. Ça l'était pour nous dès le départ, ça l'est évidemment pour le théâtre, et ça l'est à titre citoyen de toute façon. Donc le public peut venir, et évidemment qu'on gérera s'il y a trop d'afflux, la possibilité d'en rencontrer certains probablement sur le parvis, peut-être d'autres en plus petits groupes à l'intérieur. On reste toujours sur la possibilité d'échanger avec des petits groupes, et on a la possibilité d'organiser des assemblées générales. Certaines d'entre nous, notamment tous les matins, tous les soirs, et celle du soir est décisionnaire. Les gens présents peuvent tous contribuer à apporter leur pierre à l'édifice sur leur vision de approfondir quelles sont nos véritables revendications, sur le plan politique, comment on se situe, sur le plan de la vie ensemble, quelles décisions on prend, sur le plan de l'accueil des médias, justement, on s'organise, qui fait quoi. On tient à avoir une permanence jour et nuit, je dirais, même si c'est plus facile de pénétrer dans le théâtre le jour pour tous ceux qui veulent venir nous rencontrer. Donc c'est vraiment un lieu ouvert, c'est un lieu dans lequel on vit maintenant et dans lequel on veut accueillir notre public, on veut accueillir nos sympathisants, nos soutiens et pouvoir échanger sur plein de sujets, hein, d'ailleurs. Pas forcément que sur celui qui nous occupe ici. Il y a un rapport avec les 150 ans de la Commune de Paris, non? Non, je crois pas, mais... Ah bon, il me semblait, ça ressemblait. D'accord. On va revenir sur cette lettre que vous avez adressée à Serge Grouard, le maire d'Orléans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en substance ce qu'elle contenait? Alors, c'est vraiment un projet, enfin vraiment un plan qu'on porte fortement, qu'on a nommé, nous, plan de relance et non pas plan de soutien, parce qu'il constituerait une véritable relance de l'emploi. L'idée qu'on a eue très concrètement,
c'est de proposer aux collectivités territoriales d'abonder dans un fonds, le fonds de relance, qui pourrait permettre à chaque salarié de la culture sur le territoire, on va le faire déjà, on va dire sur la base du Loiret, donc chaque salarié pourrait proposer une série de 8 dates de répétition et de 2 représentations prépayées. Il irait trouver un lieu. Alors ça peut être un lieu de diffusion culturelle déjà repéré, ou ça peut être très bien un bar, ça peut être une salle des fêtes actuellement fermée, un restaurant qui a déjà du matériel, une scène. Et du coup, l'idée, c'est, vous devenez notre employeur, le lieu devient son employeur, va financer les répétitions sur une base extrêmement mini, qui correspond finalement à pas un budget plus important que ce qu'on pourrait toucher en indemnité journalière, mais qui permet néanmoins de générer des charges sociales, donc d'être vraiment une solution d'emploi immédiat et direct. Et là où c'est intéressant pour l'employeur, c'est que lui, rien qu'en indiquant dès le jour où il nous a embauchés qu'il nous a effectivement employés, il est immédiatement remboursé intégralement par ce fonds de relance du montant de nos salaires et de nos charges. Et l'autre intérêt, c'est qu'avec ces 2 représentations, il a un engagement en fait pour être également financé pour 2 représentations pour l'équipe. Ça veut dire que le jour où ça va rouvrir, il y a de fortes chances que les jauges soient réduites un peu partout. Et l'idée de ce plan de relance, et là où il a vraiment tout son sens, c'est que ce lieu qui n'était pas forcément un lieu initialement repéré comme un lieu de diffusion, va le devenir. Ça va permettre au public de se répartir, puisque le public ne pourra pas être accueilli entièrement, complètement, dans des lieux qui vont avoir des demi-jauges, voire des tiers de jauge. Et ça permet aux artistes, évidemment, d'être beaucoup plus nombreux à pouvoir travailler dans le même temps. Et ce qui, du coup, en plus, répond à une cohérence, c'est-à-dire que c'est un plan de relance, pas un plan de relance du spectacle, pas que, en tout cas. Bien sûr. Ça concerne, en fait, des lieux qui, au final, ne programment pas forcément. De ce que j'entends voilà, là. donc ça soutient le lieu, qui lui-même, s'il est un restaurant, bah forcément, ça va s'accompagner de la possibilité pour lui de proposer sa restauration. Si c'est un lieu type salle des fêtes, ça va de toute façon générer du passage et les gens vont sortir, ils vont aller se restaurer. Voilà, l'idée, c'est quand même que le jour où les salles vont rouvrir, les lieux de restauration devraient suivre. Enfin, je veux dire, on va se retrouver certainement assez, dans le temps en tout cas, assez proche en termes de date de réouverture. Donc, que ça soit une redynamisation pour tout le monde, une vraie fête pour le public, parce que des vraies sorties complètes, avec la possibilité d'aller se restaurer, d'aller voir un spectacle, d'aller boire un verre après. Voilà, la soirée complète, vraiment la vraie sortie. Alors c'est une proposition très intéressante. On peut notamment penser au désert culturel que peuvent être les campagnes en France. Absolument. Je pense au-delà de l'agglomération orléanaise, il y a beaucoup de communautés de communes et de communes même où il ne se passe rien. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, enfin, cette absence de propositions culturelles sur tout le territoire français était préexistante à la crise sanitaire. Donc c'est une solution en plus qui amène une amélioration sur la situation de la culture en France avant la crise. Comme quoi, des fois, il faut des crises aussi. Moi, j'ai cette impression-là, c'est-à-dire que tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, en fait, étaient déjà là. C'est juste que la crise sanitaire les a mis en avant x10, x1000, quoi. Donc oui, c'était déjà là, quoi qu'il arrive. Donc les problématiques restent les mêmes. C'est pour ça que voilà, ça gronde encore, il y a encore des gens en colère, et puis il y a encore des lieux occupés. Alors, je vais nuancer mon propos parce que j'ai parlé de désert culturel, il y a des élus qui vont me tomber dessus. Disons que, en tout cas, votre proposition d'occuper des salles qui sont vides et de les faire fonctionner, je vois très bien de quelle salle vous parlez, justement dans ces campagnes dont je vous parlais tout à l'heure, qui ouvrent parfois, pour certaines d'entre elles, 3 à 4 fois par an. Enfin, s'il fallait que je témoigne, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas pourquoi ils vont rétablir les impôts sinon dans ma ville, juste pour moi. Oui, voire moins. C'est vrai qu'il y a certaines petites communes, très petites communes, qui ont vraiment de plus en plus de difficultés à programmer. Et donc, vous fonctionnez en assemblée générale sur différentes thématiques quotidiennement. Qui c'est qui mène tout ça? Est-ce qu'il y a, je ne veux pas des noms de meneurs, mais comment ça se passe justement d'un point de vue démocratique? Comment vous êtes organisé?
comme je le disais, moi hier, je suis arrivé hier matin, donc j'ai regardé un petit peu, j'ai observé beaucoup, je me suis imprégné de tout ce qui avait été déjà mis en place. Une chose ressort, et ça c'est très important, c'est qu'en fait c'est collectif. C'est vraiment quelque chose de collectif. Il n'y a pas une décision qui est prise par quelqu'un, il y a des propositions, on y réfléchit, enfin, vraiment il y a un débat démocratique, quoi, si on peut l'appeler comme ça. Voilà. D'où l'intérêt aussi des AG, et il y a aussi une certaine liberté. Après tout ça, évidemment, c'est encore une fois décidé collégialement, mais il y a aussi une part de liberté de gens qui voudraient s'exprimer ou dire des choses et qui peuvent le faire. Peut-être qu'on peut poursuivre en faisant un petit retour en arrière, parce que j'ai bien compris ce qui se passait ici au Théâtre d'Orléans, mais quoique vous en avez déjà parlé, un petit retour en arrière sur vous, comment est-ce que votre vécu de la crise a pu faire évoluer votre réflexion sur l'état de la culture en France, sur votre pratique artistique. Est-ce qu'il y a eu des changements qui se sont opérés chez les uns les autres depuis un an maintenant que nous sommes pas confinés, mais en tout cas en crise sanitaire, confinés culturellement, ça c'est sûr. Tony. Donc oui, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a eu surtout beaucoup d'annulations de choses. Du coup, il a fallu revoir tout à la baisse. Du coup, ça laisse du temps pour réfléchir. Alors ça, c'est le point positif de la crise et du confinement, c'est on passe du temps chez soi à dire, bon, alors, qu'est-ce que je fais? À quoi je pense? À quoi je sers? Sur quel projet? Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui peut... Voilà, qu'est-ce qui est encore là? Après un an de confinement, parce que là, on est à quasiment notre première année. Après un an de confinement, on se dit, alors, où est-ce qu'on en est? Ça marche? Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi la question sur le... Oui, donc le temps de réfléchir, ça vous laisse le temps de réfléchir. Ça laisse le temps de réfléchir. Après, sur les projets en eux-mêmes, par exemple, pour moi, il y a eu trois concerts. Enfin, je donnais des cours de théâtre qui ont été annulés, simplement. Donc, il m'en restait plus beaucoup. Donc, il y a eu une partie qui est passée en chômage partiel. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire dans le positif. En tout cas, il y a eu une partie... le chômage partiel, c'est quand il y a eu des contrats de signés, il peut y avoir une partie, il y a des dédommagements de l'État qui comblent les sous de la compagnie, et la compagnie peut nous verser une partie du salaire. Alors au niveau des prix, tu pourras... Alors je peux juste préciser que ça choses, concerne malheureusement que peut-être 10% de l'activité de l'ensemble des salariés de la culture. Parce qu'en fait, là encore, dans le théâtre, vous êtes plus dans des compagnies. Mais par exemple, les musiciens, c'est beaucoup moins le cas. Ils sont beaucoup plus indépendants. Et dans ce cas, s'ils avaient des contrats directs avec des particuliers, il y a eu vraiment les 6-7 premiers mois où il n'y avait pas de prise en charge possible en termes de chômage partiel. C'était des contrats gérés par ce qu'on appelle le GUSO, le guichet occasionnel, le guichet unique du spectacle occasionnel. Et il n'y avait pas d'accord pour que ça puisse passer en chômage partiel. Et quand bien même si c'était 10% de leur activité qui passait en chômage partiel, bien sûr, ça fait peut-être un petit revenu supplémentaire, mais là encore, ce sont des indemnités. Qui dit indemnité, dit pas de cotisation sociale, pas de droit, ni au congé maladie, ni au congé maternité. Donc, c'est vrai que pour des plus grosses structures, je dirais, ça a pu soulager les employés qui ont pu avoir 70% de leur salaire habituel. Mais dans notre cas, ce n'est pas véritablement possible à mettre en place, déjà, et d'une. Et deuxièmement, c'est toujours la problématique que indemnité Pôle emploi ou chômage partiel, cotisation zéro et donc droits sociaux zéro. Oui. Non, je vous laisse poursuivre. Alors, une précarité qui s'installe, j'ai l'impression. La précarité, elle s'installe et elle est de plus en plus grave, puisque au début, on peut toujours se débrouiller avec ce qui nous reste d'argent. Bon, il y a encore 500 000 euros qui restent par-ci. Alors bon, on casse son cochon, comme on dit. On cache le petit cochon, puis on le remet sur le compte pour continuer à vivre. Et puis à un moment, ça ne tient plus. Là, au bout d'un an, voilà, il faut retravailler. Moi, pour parler très concrètement, hier, j'ai été faire du jardinage, payé du coup par une association. J'ai été labourer un terrain. Bon, voilà, quoi. À un moment, il faut y aller, quoi. On ne peut pas rester comme ça, sans rien faire pendant
déjà moralement c'est très compliqué de ne rien faire, et donc quitte à choisir, je préfère faire quelque chose même si c'est pas forcément dans mon domaine, plutôt que de rien faire. Bon, après c'est des choix humains, techniques, et voilà, chacun après fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, comme on dit. Voilà, tout à fait. On a tous trouvé des petits moyens de... Voilà. Par contre, il faut quand même juste réaliser qu'on n'a pas arrêté de travailler. On a juste arrêté d'être payé. Mais en réalité, nos projets musicaux, nos projets, nos pièces, autant qu'on le pouvait, on a continué à essayer de maintenir notre niveau. Donc, quitte à répéter dans les salons des uns, des autres, parce que là aussi, il y a une aberration, c'est que du coup, cette crise cristallise aussi quelque chose qui est cruel, c'est que certaines structures voudraient nous accueillir, mais ne le peuvent pas parce qu'il n'y a pas de contrat à l'arrivée. Et en ce moment, c'est impossible de pouvoir négocier un contrat quel qu'il soit. Là, tout est complètement bloqué. Personne ne s'engage. Personne ne sait quelle clause mettre dans une clause d'annulation Covid. Certains vont considérer qu'ils vont nous défrayer à 25% en cas d'annulation, d'autres à 50%. Dans tous les cas, si c'est 25%, c'est impossible d'imaginer faire du salaire là-dessus. Enfin, voilà, on a vraiment tous les cas de figure. Certains, c'est zéro. C'est en cas d'annulation Covid, report. On est déjà à 2 reports. Et à un moment donné, ça va embouteiller. On va se retrouver avec des dates où on aura 3 propositions sur la même, puis ça sera les 3 seules du mois. Et on va se faire complètement... Enfin, voilà, j'en profite pour aborder ce point, parce que c'est aussi une de nos revendications. C'est que c'est vrai que cette année blanche, qui est elle-même mal comprise par le grand public, qui est une année que nous-mêmes on a accueillie très favorablement, évidemment, quand elle nous a été proposée, et qui était que, puisque au moment où elle a été proposée en mai 2020, tout le monde vraiment envisageait qu'on pouvait se remettre à travailler à partir de septembre 2020, et bien cette année, c'est la prolongation de nos droits à nos indemnités Pôle emploi. Il était considéré que entre septembre 2020 et août 2021, on avait une prolongation de nos droits, chacun au taux sur lequel on était, qui est très différent suivant les métiers, suivant les personnes. Bon, mais une prolongation. Finalement, on n'a pas pu retravailler. On a même été interdit de travailler, vraiment interdit. On a refait une toute petite période où on a pu faire des dates vraiment entre septembre et je crois que c'était le 20 octobre ou 25 octobre. Et puis, depuis, une interdiction totale. Donc, du coup, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, cette interdiction. Mais cette année blanche, le problème qui se pose, c'est que quand on va arriver en août 2021, nous, pour maintenir notre statut d'intermittent du spectacle, il faut qu'on reconstitue 507 heures de travail, ça veut dire 43 cachets, 43 concerts ou représentations. Mais comme on est interdit de travailler, on les fait à quel moment? Du coup, on va se retrouver en août 2021, 80 de la profession, en tout cas tous ceux du spectacle vivant, ou une grande partie d'entre eux, techniciens ou artistes, à être éjectés. Puisque de toute façon, on n'aura pas pu les reconstituer, pour ceux qui n'ont pas été encore éjectés, quoi. Oui, il y en a qui le font déjà. Voilà, c'est ça, c'est que le temps passe et effectivement, enfin, moi je fais partie des chanceux, entre guillemets, mais c'est terrible de se dire ça, où effectivement je fais partie des cas août 2021. Mais il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance-là. Et en plus, on est presque au bout d'un an de cette crise sanitaire. Et en fait, on se rend compte que les mesures qui ont été prises en urgence. Mais ça fait un an. Enfin, on n'arrive pas à anticiper, on ne se dit pas qu'il y a des politiques ou des gens au travail pour anticiper ces choses-là et pour proposer des solutions aujourd'hui. Il serait temps, je pense. Il serait vraiment temps. Là, je dis ça parce que si on reste tous individuels dans notre coin à regarder notre cas, moi, ça va. Mais en fait, ça va pas. Ça va pas. Et demain, qu'est-ce qu'on veut construire aussi comme société, quelque part? Ça pose cette question-là, vraiment. Du coup, j'ai enchaîné, mais si je prends mon exemple, moi, le premier confinement, puisque tu demandais à chacun un peu ce que ça a été, le premier confinement, ça a été un coup de frein à main qui a été bénéfique quelque part, de se dire, OK, tout s'arrête. Et il y a une espèce de pause imposée qui était vraiment presque agréable. Mais tout ce qui s'en est suivi derrière, toute la réalité en fait sociale, économique, le fait d'avoir cet élan de se dire on va repartir, on y croit, et le 29 octobre au soir, on redémonte, c'est terminé, on rentre chez soi, c'est bam, on s'est pris des coups de massue pendant un an. Et là, je parle vraiment de façon plus générale.
évidemment, je transpose aussi mon cas, mais je pense que ça a été valable dans plein de corps de métier, ça a été valable dans plein de secteurs, et c'est vraiment très, très compliqué de ce point de vue-là. La réflexion, oui, je pense que beaucoup l'ont eu au début. On a eu une espèce de regard un peu extérieur en se disant, bon alors, ça questionne sur quoi et tout. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'être avec un véhicule dans de la boue et on patine, quoi. Mais quand est-ce qu'on en sort ? Et ça ne tient pas qu'à nous, hein, ça ne tient pas qu'à nous. Évidemment, on parle de notre cas, on parle de la culture, de tout ça. Mais encore une fois, et c'est bien dit dans le communiqué et dans les revendications, ça concerne tout le monde, tout le monde. Oui, parce qu'il s'agit de la réforme de l'assurance chômage, une sorte de solidarité justement des travailleurs pour ces périodes de non-travail qui peuvent arriver à tout le monde dans la vie. Ce principe d'indemnisation, justement, on cotise tant qu'on travaille, et le jour où on ne travaille plus, on bénéficie de cette indemnité. Et même si d'ailleurs on continue de travailler, c'est la solidarité entre travailleurs et non-travailleurs. Encore que des fois, il y a des non-travailleurs. Enfin, on peut réfléchir aussi qu'est-ce que c'est que le travail. Mais cette solidarité autour de la notion du travail qui agit. Et ce qui vous est demandé là, en quelque sorte, c'est en 5 mois faire ce que vous auriez dû, cotiser pour des droits. Avant, vous aviez 1 année pour faire ces 43 prestations. Et là, on va vous demander, alors je ne sais pas quand ça rouvre, mais mettons à les coups de baguette magique. C'est pas possible d'ailleurs, mais donc ça ferait avril, mai, juin, juillet, août, en 5 mois de faire vos 43. Je voudrais pas dire de bêtises. Il n'y a pas une réouverture prévue au mois d'avril. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais en gros, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que par rapport jusqu'à cette échéance du 31 août, il vous reste plus beaucoup de temps en fait pour faire ces cachets. Ah, mais puis on peut pas les faire. Pour la Et puis, majorité, vous pouvez pas les faire, on peut pas les faire, quoi. On peut pas travailler, donc. C'est-à-dire que même si ça rouvre là, comme je vous l'expliquais, le truc c'est que il y a tous les reports qui vont être prioritaires, toutes les personnes qui ont été déprogrammées sur l'année 2020, l'année 2021, enfin le début de l'année 2021. Donc en fait, dès que ça va rouvrir, c'est l'embouteillage assuré. Et de toute façon, moi habituellement, je les faisais largement mes 43 concerts par an. J'en faisais plutôt une 50aine. Là, je vois pas du tout sur les 2-3 ans à venir la possibilité de garder ce rythme. Je peux vous donner un exemple du coup qui est, à mon avis, assez représentatif, et ça rejoint ce que tu disais, Guylaine, sur le fait qu'il y a des personnes qui, pendant cette année ou pendant cette transition, étaient en phase de production, c'est-à-dire qui préparent des spectacles. Mais au moment de les préparer, après, il y a la diffusion du spectacle, c'est l'équivalent de la vente, voilà. Et le souci, c'est que, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis dans ce cas de figure avec ma compagnie, par exemple, et on a commencé à démarcher auprès de programmateurs, pour diffuser le spectacle. Et les programmateurs nous répondent « Ah non, mais pas avant 2023 hein. ». Alors là, j'ai 2 cheveux blancs qui ont poussé, on a des sueurs froides dans le dos. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? Imaginons que ça reparte, dans le meilleur des cas. Ça peut repartir, puisque évidemment qu'on n'oublie pas qu'il y a une crise sanitaire, qu'il y a des gens qui meurent, de toute la difficulté, etc., que ça engendre aussi dans les hôpitaux. Tout ça, on ne l'exclut pas, évidemment. Mais imaginons qu'on arrive à faire repartir les choses quand même, mais il y a certaines personnes qui ne pourront pas bosser avant 2023 pour être programmées. Qu'est-ce qu'on fait? Les salles sont surbookées, quoi. Et les festivals, certains sont morts. 1 année, ça a sauté. 2 années, ça a sauté. Il n'y a plus de sous dans la caisse. Il y a plus les subventions n'ont pas rejailli non plus sur toutes les structures ou sur tous les festivals. Les festivals tiennent aussi grâce aux intermittents. C'était déjà un système fragile, mais qui fonctionnait tant bien que mal. Alors après, il y a effectivement ce discours de dire « Oui, mais vous êtes les seuls en France à bénéficier de ce statut ». Peut-être, mais on participe très largement à une dynamisation de l'économie. En France, on est le pays où il y avait le plus d'initiatives comme ça, de petits festivals et de gros festivals d'ailleurs, qui amenaient une population mondiale, internationale. C'est vraiment le pays de la culture, du festival, de la musique. Et du coup, bon voilà, il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut essayer de maintenir ça ? En plus, c'est vrai que je ne suis pas la spécialiste en termes de calcul, mais entre guillemets, ce plan de relance dont on parlait là, il coûte franchement pas grand-chose par rapport à tout ce qui a été abondé dans tous les secteurs, et même en prenant sur une partie des plans de relance envisagés qui rejaillissent sur les grosses structures, pour qu'il y ait les plans de soutien, pardon, ce plan de relance qu'on imagine nous, c'est peanuts en fait. Seulement, il y a 200 000 intermittents, plus les non-indemnisés, et toutes ces personnes-là génèrent énormément de dynamisme en termes d'économie.
Les gens qui se déplacent, qui vont venir au spectacle, et ben, du coup, s'ils viennent d'autres villes, d'autres pays, ils vont consommer de l'hôtel, du restaurant, du déplacement, de l'avion, du train. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai secteur. Après, pour rebondir aussi sur ça, c'est vrai qu'on aborde souvent, et je rejoins ce que tu dis, hein, on aborde souvent l'aspect économique et j'ai l'impression qu'on est obligé de se justifier, de dire, bon, bah, vous voyez, notre secteur, en fait, ça rapporte de l'argent. Mais enfin, moi, je vais dire une chose, je pense que l'argent, et c'est peut-être politique, mais l'argent, c'est un outil, c'est pas la vie. Et la vie, c'est ce qu'on fait avec cet outil, en fait. Nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas, dans nos projets, enfin, dans les spectacles, dans ce qu'on porte culturellement, etc. Et ça, faut aussi l'entendre. Il ne faut pas qu'on soit que en train de voter pour des gens qui défendent une économie ou qui défendent des choses. Parce que, sincèrement, si on n'a pas ce recul-là aujourd'hui avec ce qu'on vit, bah, on va continuer à ramer dans le mauvais sens. Donc, l'argent, c'est un outil. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cet outil? Qu'est-ce qu'on veut porter comme idée, comme rapports sociaux, enfin, toutes ces choses-là. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu désuet ce discours-là. Mais oui, tout à fait. Merci. Je suis bien content de vous l'entendre dire. Et ça m'étonne d'autant plus que les têtes pensantes que sont nos élus, nos gouvernants, nos dirigeants, je ne comprends pas que ces personnes qui sont des fois d'un statut social très élevé, j'allais dire même qui parleraient sur un ton docte, qui feraient même partie d'une certaine élite, d'accord, qui ne s'habillent pas comme, j'allais dire, les travailleurs en bleu à l'usine, etc., qui emploient un vocabulaire qui est assez soutenu aussi, voilà, qui sont capables de ça. Comment peuvent-elles prétendre pouvoir se passer de culture et des artistes? Ça interroge vraiment. Et que leurs préoccupations, quand on les écoute dans les médias, ils nous rabâchent tout le temps des discours économiques, capitalistes, de travail, et oublient, occultent, font disparaître la pensée humaine, notre place dans la société, notre place les uns les autres dans le vivre ensemble auquel vous contribuez tout à l'heure, je l'avais évoqué tout à l'heure dans l'émission, notre réflexion sur le monde aussi, c'est ça que vous nous proposez, vous les artistes aussi. Comment peuvent-ils prétendre que vous seriez inutile et même qu'on pourrait se passer de vous en cette période où, je l'avais dit aussi encore tout à l'heure, il y a des risques psychiatriques, de détresse psychologique qui vont jusqu'à la psychiatrie du fait de cette absence de lien social que vous seul êtes capable, enfin pas seulement, mais vous y contribuez très fortement en tout cas, que ce soit le cinéma, que ce soit le spectacle, je parle du spectacle vivant, et je tiens bien à le souligner, hein, parce que pour moi Netflix n'est pas un lieu de culture vivante. On n'a pas de voisin à qui on va demander de ne pas manger son popcorn, mais avec lequel on pourra parler du film à la fin de la séance. Hein. Même s'il peut se passer des choses en famille, mais c'est sortir de l'extérieur. Enfin, c'est ça aussi que vous permettez. Je m'interroge et vous vous posez la même question. J'aimerais bien. Complètement. Je réponds rapidement. C'est bizarre. Après, je peux pas. Peut-être que les personnes dont vous parlez se posent ces questions-là ou se positionnent de ce point de vue-là. Après, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que si on s'arrête toujours, et on a l'impression que leur analyse s'arrête là, à l'aspect économique, on ne va jamais plus loin. Donc finalement, on est toujours dans une démarche réductrice, on n'est pas dans une démarche améliorative. Et ça, on peut se poser la question, sachant que beaucoup de pays en Europe sont surendettés. Mais ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Par contre, dès qu'on investit dans un pays pour de la culture ou pour d'autres choses, il ne faut pas que ça coûte cher. C'est bizarre. Moi, je trouve que les arguments ne se tiennent pas et qu'on manque d'une vraie ambition de vie. Oui, enfin, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite aux enfants et aux jeunes? Et oui, c'est ça, l'avenir aussi. L'avenir, enfin, ce sont eux nos avenirs, ce monde dans lequel ils sont confrontés de manière très violente aussi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi j'aime beaucoup travailler auprès des enfants parce qu'il y a cette fraîcheur-là en fait. Eux, ils ne se posent pas ces questions-là. Hein. En fait, ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Ils ne se disent pas « Ah non, c'est trop cher ». Comme si d'un seul coup, respirer dans la rue, ça va devenir cher. Marcher dans la rue, ça va devenir cher. Aller au spectacle, c'est cher. Mais tout n'a pas un prix en fait. C'est pas que ça. Donc, je dis ça, mais je ne sais pas si ça déborde peut-être un petit peu sur... non, sur parce que là, on touche le fond du problème. J'aimerais bien savoir ce que Tony et Guylaine pensent de ces propos qui sont tenus par Maxime. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous y apporterez une nuance? Est-ce que vous pourriez... Sur la place du politique?
ou la liberté L'aspect politique, justement, de cette crise sanitaire, et donc, notamment de l'impact qu'elle a sur la culture, des questions qu'elle pose dans la mesure où, alors il y a des questions qui sont dites, que la culture n'est pas un milieu, ne serait pas quelque chose d'assez rentable. D'ailleurs, est-ce qu'elle doit l'être ? Maxime nous expliquait que l'argent était plutôt un moyen d'échange qui lui permettait de vivre qu'une fin en soi, qu'un idéal à viser. Alors, la culture, en tout cas, il faut savoir qu'elle rapporte beaucoup d'argent dans les spectacles en eux-mêmes, mais effectivement, tout ce qui tourne autour, donc la restauration, il n'y a rien qu'à voir ce qui se passe. Enfin, bon, je vais citer le Festival d'Avignon, mais partout ailleurs, en fait, ça génère une masse de personnes qui vivent, en fait, tout simplement. Je crois que c'est le budget de la culture, c'est plus important que le budget des voitures, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a une espèce de comparaison comme ça où on pourrait imaginer que la voiture est devant, et en fait non, la culture est bien au-delà des. Alors je sais pas si vous avez cette référence, non? J'ai pas les chiffres. À vérifier en tout cas. Oui. Mais, J'ai déjà entendu ça moi aussi. Ouais. Après sur les politiques qui s'intéressent pas forcément à la culture, moi j'ai l'impression qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Et j'ai l'impression qu'ils sont très loin, très haut, et du coup un peu inaccessibles. Hein. Ils sont dans une espèce de bulle comme ça, on ne sait pas trop finalement ce qu'ils pensent. Effectivement, comme tu disais, ils ont un langage. Oui, ils ont le langage, mais pourquoi faire? Moi, je m'interroge beaucoup sur le langage, et là, moi, je les écoute même plus parce qu'ils nous vendent du vent. Alors le vent, moi, je le laisse passer. Hein. Surtout avec le réchauffement climatique, ça souffle. En fait, je pense qu'on observe dans notre secteur, comme dans tout secteur, qu'il y a une trop grosse différence de réalité entre leur réalité et leurs objectifs. C'est vrai qu'ils ont quand même à faire fonctionner une région, un pays, chacun à son échelle. Effectivement, qu'il y a une donnée budgétaire qui est tout à fait entendable. Et puis, des contraintes aussi pour eux. C'est-à-dire que l'argent, c'est reste de l'argent public quand même, néanmoins, et que ça faut que ça rentre dans les cases. Ils peuvent le dispenser, le disperser, le dépenser, mais c'est vrai que c'est une des réponses qu'on a eues quand on a dit mais un plan de relance tout simple, là, comme on vous propose. Ah bah oui, mais alors il va falloir que vraiment on réfléchisse et qu'on aille prendre notre bâton de pèlerin pour aller voir les différentes instances décisionnaires et qu'on arrive à simplifier nos critères d'attribution. Et ça peut prendre des semaines. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas adapté à notre réalité, ça c'est certain. Mais qu'il y a quand même là, on voit bien depuis 2 mois qu'on les rencontre dans nos interlocuteurs, certains qui ont compris. Parce que voilà, on a pu quand même échanger, vraiment expliquer ce qu'était notre réalité au quotidien, et depuis 1 an, et depuis plus longtemps, mais en tout cas surtout ce qui s'était vraiment passé depuis 1 an pour nous, et en quoi concrètement et finalement en y mettant assez peu de moyens, finalement, ils pouvaient véritablement nous aider et redynamiser et la reprise. Donc il y a des choses qui bougent, qui soient sensibles à notre détresse au quotidien ou au fait que, effectivement, si on se casse la gueule complètement, ça va être quoi la culture ? Bon, je pense qu'il y a quand même certains qui se préoccupent quand même aussi. Alors oui, mais au niveau local, c'est vous qui l'avez dit, voilà. que le dialogue se passait très bien au niveau local. Exactement. Tout à l'heure, vous avez commencé là-dessus, que localement, le dialogue passe bien. Mais moi, j'ai cette impression parce qu'il y a cette proximité avec le terrain, et ils ne sont pas forcément déconnectés, donc voilà. On peut déjà le souligner. Et du coup, ils se sont intéressés, je pense, il y a une meilleure compréhension, donc ils se sont intéressés au fond, et du coup, ils amènent l'outil, ou en tout cas, on espère que l'outil va être amené, qui est l'outil économique, évidemment. Mais évidemment que l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est hyper important de regarder d'abord et de connaître ce qu'on défend, je pense. Enfin, vraiment. Et j'ai l'impression que ça avait manqué peut-être, ou je ne sais pas. Alors, en tout cas, ici, il y a une mini-assemblée nationale qui se passe. Quand il y a une assemblée générale, c'est comme ça que ça se passe. Il y a du débat, avec les costards en moins, hein, et puis les engueulades aussi en moins. Et ça fonctionne très bien, vous arrivez à vous organiser. Peut-être on peut imaginer pour l'avenir garder cette dynamique qui a commencé il y a 1 mois et demi à peu près d'assemblée générale, de dialogue, donc le collectif unité
solitaire des intermittents Et précaires du du Loiret. Et puis c'était pareil pour la SNAM CGT qu'on a vu quand on a vu Vincent Lemaire il y a quelques semaines, qui nous disait que il y a eu un regain d'intérêt justement pour le syndicalisme et puis faire lutte ensemble. Ça c'est une première chose à souligner, enfin un premier progrès. Le deuxième, celui de débattre de manière collective dans des assemblées générales, parce que ça favorise la proximité, ça favorise les échanges aussi, parce que ce sont des personnes qui travaillent ensemble et qui ont grand intérêt justement à communiquer entre elles. Et puis aussi peut-être privilégier, j'allais dire, les interlocuteurs, interlocutrices locaux, dans la mesure où ils sont proches du terrain et qui comprennent mieux justement les problématiques que certaines personnes, alors je ne veux pas de l'antiparisianisme primaire, mais qui sont très loin pour être conscientes de ce qui peut se passer dans les territoires. Alors je ne parle pas forcément des députés qui représentent chacun leur département, ils ne sont pas toujours présents dans les AG. Si je puis me permettre. En fait, je pense que je pensais par rapport aux ministères, certains ministères qui sont peut-être pas assez au fait de tout ce que les députés peuvent représenter à l'Assemblée nationale. D'une part, et puis je crois tout simplement il y a un problème de réalité, c'est-à-dire que certains ont jamais abordé ou eu à aborder le dixième des questions qu'on peut se poser concrètement dans la vie de tous les jours. Donc, allez imaginer des solutions, notamment sur cette loi-là de réforme de l'assurance chômage, alors que soi-même, on n'a jamais eu à le vivre. Il y a un moment donné où on marche sur la tête. Enfin, c'est complètement aberrant, ce truc. C'est vraiment aberrant. Il ne peut pas y avoir une once de réalité dans le descriptif de la réforme telle qu'elle est proposée. Puis c'est aussi difficile pour certains des élus. Enfin, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'élus et beaucoup de techniques fonctionnaires qui travaillent énormément, qui ont eux aussi des moyens qui ont été énormément réduits. Et forcément, ça facilite pas non plus les rencontres, les échanges avec nous ou avec les structures associatives ou autres qui font vivre les territoires, quoi. Alors je m'interroge, comment est-ce que c'est possible que vous occupiez le théâtre? Vous n'avez pas été inquiété par la préfecture? Alors je sais qu'on a le droit de se rassembler après 18h dans des lieux privés. Le théâtre est un lieu public, sauf erreur de ma part, le théâtre d'Orléans. C'est un lieu public, oui. C'est un lieu public. Du coup, tout le monde peut peut venir. La police? Mais que fait la police? Je veux dire, vous avez eu des échanges avec la préfecture? Comment? Alors, il y a des échanges avec le directeur du théâtre, qui lui-même est soutenu par le maire. Disons que... D'accord, donc le maire d'Orléans, Serge Grouard, soutient le théâtre d'Orléans. En tout cas, il ne nous Politiquement, empêche pas de fonctionner. Il ne vous empêche pas de le faire, d'accord. Et il ne nous a, à ce jour, pas envoyé ni police, ni pression supplémentaire. Disons que chaque jour, on est dans un échange très cordial, d'ailleurs, avec le directeur du théâtre, avec les équipes, pour des choses très concrètes, de la vie quotidienne, de comment s'organiser. Dès le départ, on a bien insisté entre nous et auprès de tous ici, qu'on allait faire en sorte qu'eux puissent continuer à venir travailler. Notre but, c'est surtout pas de les empêcher de fonctionner. Ce serait contre-productif totalement, ce serait se tirer une balle dans le pied. On a trop de respect et d'intérêt pour ce que représente la culture, le spectacle. Il y avait un spectacle cet après-midi, on a été cordialement invités, il restait une dizaine de places. Moi, j'y suis allée. C'était un vrai bonheur de se retrouver spectateur. Voilà, donc en fait, bon, dans l'immédiat, ça se passe de manière extrêmement cordiale et intelligente, je dirais. Après, on est plus ou moins nombreux. C'est vrai qu'il va y avoir certaines soirées où dans les AG, on va se retrouver vraiment nombreux. On est nombreux à dormir sur place, mais bien répartis dans l'espace. Il y a énormément de place ici. Donc, ça s'organise bien. On a des soutiens de personnes qui nous apportent des tas de choses toutes prêtes, des salades composées, des tartes. Voilà, donc on peut se nourrir convenablement. Voilà, il n'y a aucune pression, il n'y a aucun souhait de la part de qui que ce soit de monter au créneau ou d'être agressif en quoi que ce soit. On est juste déterminés. On a des revendications, elles sont claires, on les porte tous et toutes les personnes sont les bienvenues pour échanger là-dessus et pour nous soutenir dans ce qu'on porte. Voilà, donc ça devrait bien se passer. On ne sait pas du tout pour combien de temps parce que c'est un mouvement qui s'intensifie sur le plan national. Comme je le disais, il y a actuellement 55 théâtres occupés et ça ne fait qu'augmenter de jour en jour, ça va très vite. Et il y a une vraie cohésion, c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas des actes isolés dans les régions. Tous ces théâtres occupés, il y a une cohésion nationale. Oui, puisque vous me disiez que, enfin, pas tous les jours, mais quelquefois, vous faites des visios avec l'Odéon à Paris. Alors, pas que, et les autres théâtres. On a trouvé le meneur.
Et avec les autres théâtres, donc vous êtes connectés les uns avec les... Expliquez-moi un peu comment ça se passe les uns avec les autres. C'est hyper moderne, du coup, le confinement a permis ça aussi, la mise en place de plein d'outils pour rester connecté et se voir malgré tout. Donc effectivement, il y a des visioconférences qui sont organisées, il y en a eu une hier, et donc tous les théâtres qui sont occupés se connectent, et puis du coup, voilà, il y a des relais, des échanges qui sont faits, et il y a plein de choses qui se préparent. Voilà. Je crois que le mot vraiment à retenir, je rejoins vraiment ça, c'est déterminé. Ça, je crois que ça définit l'ensemble de ce qui va être fait et à venir et de ce qui est fait jusqu'à présent. Il y a une vraie détermination. Et je voudrais revenir sur un point par rapport aux représentations qui sont faites, parce que malgré tout, effectivement, il y a des représentations qui sont faites, qui ne sont pas ouvertes au public, ou alors il y a des scolaires, parce qu'il y a quand même cette possibilité, soit d'aller jouer quand même dans des établissements scolaires ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas de l'entre-soi. Ça, il faut bien garder à l'esprit que, en tout cas, ça me concerne peut-être que moi, mais j'ai cette impression quand même globale qu'on fait ça pour le public et que le public nous manque. Et il y a aussi quelque chose de très douloureux d'avoir une salle où il y a peut-être des programmateurs qui sont là, donc c'est devant des professionnels, et c'est pas du tout pour faire de l'entre-soi, c'est parce que malgré tout, il faut continuer à travailler, il faut se préparer pour quand ça va redémarrer, pour retrouver le public. Je crois qu'il y a d'ailleurs un des théâtres ici qui a fait cette pancarte en disant vous nous manquez. Et oui, vous nous manquez clairement. La scène nationale, c'est la scène nationale, à l'extérieur, sur le grand écran, vous nous manquez, et à conserver une partie de ses possibilités et de son rôle de maintenir le travail des artistes, parce que du coup, qui dit représentation dit que ces artistes ont pu répéter, mettre au point leur spectacle, profiter des scènes. Donc voilà, ils ont essayé de maintenir la programmation tant que faire se peut, dans des conditions évidemment restreintes, avec un public très restreint, mais avec quand même la possibilité pour les artistes de présenter leur travail, d'être payés pour ça. Très bien, merci. Merci à Maxime, je rappelle donc Maxime qui est comédien, à Tony qui est également comédien et clown, et Guylaine qui est chanteuse, à ces trois artistes d'être venus témoigner sur la mobilisation en cours au Théâtre d'Orléans depuis le 12 mars. Ils sont déterminés, c'est ça que je retiendrai de cette interview, enfin de cette table ronde. Ils sont déterminés, le public leur manque, ils sont en détresse. Mais alors c'est juste pour vous dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui font partie de ce public, que les artistes vous manquent, et en fait c'est réciproque. Donc il s'agit vraiment d'un problème d'amour, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible que vous manquiez, qu'on se manque les uns les autres si longtemps. Il faut qu'on se retrouve. Je rappelle donc comme revendication, il demande le retrait pur et simple de la contre-réforme de destruction de l'assurance chômage, la prolongation des droits à l'assurance chômage d'une année au moins, la mise en place rapide d'un plan de relance. On en a parlé justement, vous avez des très bons échanges avec les élus locaux, et que cette mise en place rapide d'un plan de relance soit directement fléchée vers les salariés et les indépendantes pour le secteur culturel, en concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur. Maxime, vous vouliez ajouter quelque chose? Ou Guylaine? Oui, je voulais simplement aussi faire part des témoignages du public, puisqu'on a maintenant eu l'occasion d'avoir 2 AG ouvertes au public, lors desquels vraiment ils nous disent mais on a voulu vous faire croire tout ce temps que vous n'étiez pas essentiel, et en fait vous nous manquez, vous êtes vraiment essentiel, vous êtes c'est urgent pour nous de pouvoir à nouveau vous côtoyer, de pouvoir, rien que ces échanges en AG, c'est déjà un plus pour eux. Non, je voulais juste dire merci de nous donner ce temps de parole et d'être venu ici au Théâtre d'Orléans. Radio Campus est là pour ça. On a fait notre job.